Bien, sur la seule question des biens immobilisés. Nous avons immobilisé 22 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe. Nous avons immobilisé 150 millions d'euros de comptes de particuliers de lignes de crédit en France, dans des établissements français. Nous avons immobilisé pour 539 millions un demi-milliard d'euros de biens immobiliers sur le territoire français correspondant à une trentaine de propriétés ou d'appartements. Et nous avons immobilisé 2 yachts pour 150 millions d'euros au total. Depuis que nous avons mis en place cette task force pour la première fois de l'histoire du ministère des Finances, qui rassemble des centaines d'agents, des services de renseignement financier, Tracfin, du Trésor, de la douane, de la Direction générale des finances publiques, c'est près d'1 milliard d'euros, 850 millions d'euros très précisément, qui ont été immobilisés de biens, d'avoirs, d'oligarques russes sur le territoire français. Veut dire plus les 22 milliards d'euros de la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire immobiliser? Par exemple, vous parlez de biens immobiliers, c'est-à-dire que ces biens ont été saisis par l'État français ou leurs propriétaires russes n'ont plus le droit d'entrer Ils n'ont pas été saisis, pour être tout à fait précis, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus en avoir l'usage, ils sont immobilisés, ils ne peuvent pas les revendre, ils ne peuvent pas les monétiser. En revanche, ils ne sont pas saisis au sens où l'État en deviendrait propriétaire et pourrait ensuite les revendre. Pour qu'il y ait non pas simplement gel, mais saisie, il faut qu'il y ait une infraction pénale. Par exemple, le yacht qui a été saisi dans les chantiers de La Ciotat, qui était le yacht de Rosneft, lui a voulu s'échapper des eaux françaises, échapper donc aux sanctions européennes. Il a commis une infraction pénale, et c'est parce qu'il a commis une infraction pénale qu'il est non seulement gelé, mais saisi. Bruno Le Maire, je reviens un instant sur le gaz. On sait que ce sont nos voisins allemands qui sont principalement acheteurs de gaz russe, importateurs. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à évoluer sur ce point? Vous disiez tout à l'heure, dans un second temps, un horizon un peu plus lointain. Est-ce que c'est même possible pour leur économie de s'en passer de ce gaz russe? La première urgence, c'est de devenir indépendant. Indépendant du gaz russe. Bien sûr que tous nos concitoyens, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, partout ailleurs, ils sont révoltés que nous continuions à payer la facture du gaz russe. Et c'est légitime qu'il y ait ce sentiment de révolte. Tout le monde est bouleversé par ce qui se passe à Mariupol. Tout le monde vit cette tragédie au plus profond de soi-même. Et donc tout le monde souhaite que nous arrêtions de financer de quelque façon que ce soit le régime russe. Devenir indépendant, ça prend du temps. Il faut diversifier les approvisionnements. Commence à le faire. Il faut commencer à construire de nouveaux terminaux de gaz liquéfié. C'est ce que l'Allemagne va faire. Il faut aussi faire preuve d'un peu plus de sobriété énergétique. Je pense que c'est une des réponses que nous pouvons apporter. Ou alors accepter des conséquences sur sa propre économie. Exactement, accepter des conséquences aussi sur sa propre économie. Ces choix-là sont des choix éminemment politiques. Mode de vie. Ils seront faits au niveau des chefs d'État, le moment venu. Mais le président de la République a fait preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande clarté à cet égard. Nous n'écartons aucune option. Conséquence éventuellement aussi sur son mode de vie, c'est le thème de Question Express. Le grand jury, Question Express. Bruno Le Maire, je vais vous citer des propositions de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, que vous connaissez, pour réduire urgemment notre consommation de pétrole face au risque donc de choc dont vous avez parlé vous-même, causé par l'invasion russe en Ukraine. Vous allez me dire si vous êtes pour ou contre. Pour ou contre réduire les limitations de vitesse sur l'autoroute d'au moins 10 km/h. Contre. Pour ou contre les voitures. Je dis simplement qu'on peut le faire soi-même et que les Français le font déjà eux-mêmes. Donc leur imposer des choses qu'ils s'imposent déjà à eux-mêmes, je ne trouve pas ça forcément... Pour ou contre réduire, c'est une autre proposition de l'AIE, les voitures au garage tous les dimanches. Mais laissons les Français décider par eux-mêmes. Pour ou contre baisser les prix des transports en commun. Pour. Et pour ou contre, enfin, une circulation alternée obligatoire dans les grandes villes. La liberté encore des Français. Pourquoi est-ce que je vous réponds comme ça ? Tout simplement parce que des millions de nos compatriotes aujourd'hui sont obligés de se serrer la ceinture, de faire attention à leurs déplacements et font très attention à ce qu'ils mettent comme carburant dans leur voiture. Si en plus on va leur dire vous l'imposez à vous-même, mais l'État va arriver et va vous l'imposer avec une deuxième couche d'obligation, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de convaincre nos compatriotes. Une question sur l'Europe, on y revient, Marie-Pierre Haddad. Oui, c'est une information qui a étonné, notamment sur Twitter. Alors, les Allemands vont acheter des F-35 américains plutôt que des avions européens pour moderniser leur armée de l'air. Est-ce que ça vous choque ? Disons que moi, je préfère toujours quand on achète européen. Est-ce qu'il faut les contacter ? Est-ce que vous allez essayer de leur faire changer d'avis ? Je ne suis pas ministre des armées. Ce n'est pas ma responsabilité directe. Je dis simplement qu'une des meilleures façons de construire l'Europe, c'est d'assumer une bonne fois pour toutes sur les achats publics
la préférence européenne. Je crois profondément au principe de préférence européenne dans le domaine civil comme dans le domaine militaire. Les Allemands vont peut-être vous entendre aujourd'hui. Une question sur notre prochain invité. Oui, ce sera Yannick Jadot. Cette semaine, Emmanuel Macron a dit qu'il pouvait travailler avec tout le monde d'une certaine manière, même Valérie Pécresse qui pourrait intégrer son gouvernement. Est-ce que ce serait le cas également de Yannick Jadot qui vous succédera sur ce plateau Je en ne vais pas quelques me livrer instants? à ce jeu de ping-pong. Je vais vous dire oui parce que je n'aurais pas forcément de difficulté à travailler avec Yannick Jadot. Et il vous répondra légitimement non sur un sujet qui est tout à fait fondamental et qui nous sépare et qui montre à quel point il y a un débat démocratique, c'est le nucléaire. Moi, je suis très favorable au développement de nouveaux réacteurs nucléaires et je pense que si aujourd'hui la crise énergétique est un peu amortie en France, c'est parce qu'on a des réacteurs nucléaires. Yannick Jadot, lui, estime qu'au contraire, il faut sortir du nucléaire. La démocratie, c'est d'accepter aussi qu'on puisse avoir, de manière respectueuse, de manière constructive, des points de vue différents. Puis les Français choisiront entre Emmanuel Macron, qui est favorable au déploiement de nouveaux réacteurs nucléaires, et Yannick Jadot, qui lui refuse cette option. Valérie Pécresse, donc, qui éventuellement, Emmanuel Macron le disait, pouvait travailler avec elle. Elle, en revanche, dit non, si je suis élu, il ne sera pas dans mon gouvernement, il n'a pas les talents pour être ministre. Qu'est-ce que vous répondez à Valérie Pécresse? Que Emmanuel Macron a les talents pour être président de la République.